c'est pas une question de sauver la planète, c'est une question de vivre dignement. Et vivre dignement, c'est déjà une victoire. Habiter à côté d'un échangeur d'autoroute, d'une usine, entouré par la pollution de l'air, est-ce qu'aujourd'hui, vivre en banlieue ou dans un quartier populaire, ça veut dire être condamné à subir en premier les changements climatiques ? On voit les logements insalubres, tous les travaux qu'il y a qui créent de la pollution de l'air, de la pollution sonore, de la pollution visuelle. Lors de notre dernier Climat Libre Tour, on a invité Ferris Barkat, cofondateur de Banlieue Climat. Et quand on conscientise ces inégalités-là, ça permet de les utiliser pour s'émanciper. Rania Daki, membre de l'association. C'est beaucoup plus facile de mettre en pratique des gestes écolos quand on a les sous. Et du coup, on culpabilise une certaine tranche de la société. Et Margot Jacques, spécialiste de la transition écologique des territoires. Parce qu'il y a une étude qui va finalement montrer qu'il y a une corrélation aux États-Unis entre l'ethnicité en fait, des gens et la présence de déchets toxiques enfouis sous terre. On a répondu à cette question. Pourquoi l'avenir de la planète se joue dans les quartiers populaires ? En 2003, 19 000 morts en France. Et le plus de morts, ça a été en Val-de-Marne et en Seine-Saint-Denis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libé. On publie des entretiens comme ça tous les samedis midi. D'ici là, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue dans ce stream de Libération. Merci beaucoup de nous suivre et j'espère que vous allez bien. Pour commencer, vous pourriez m'expliquer un peu l'objectif de Banlieue Climat, pourquoi vous l'avez créé, c'est quoi le sens de ce que vous faites et comment vous le faites ? Vas-y. Allez, vas-y, Ferris, lance-toi. Alors, effectivement, il y a eu un lancement qui s'est fait il y a maintenant 1 an et demi, avec un constat assez simple sur le fait qu'on était les plus exposés. Moi, ma maman a grandi dans un quartier qui était très 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 pollué. Alors en termes de maladies, c'est très compliqué de faire les corrélations et les causalités entre les maladies et les particules fines et de manière générale avec ce qu'on appelle les exposomes. Donc, les exposomes, c'est tout simplement ce à quoi on est exposé en termes de qualité de l'air, d'alimentation, de qualité de vie tout simplement. Et donc on peut pas faire des liens directs, mais il y a des facteurs qui aggravent, des facteurs à risque. Et ma mère est tombée très malade et face à ce constat-là, j'ai commencé à m'intéresser davantage aux questions climatiques, environnementales. Ça m'intéressait pas tant que ça au début, mais quand je suis arrivé à Londres, j'ai pu rencontrer des gens qui étaient plus intéressés que moi, qui m'ont un peu mis dans le truc. Et petit à petit, j'ai commencé à capter qu'il y avait une injustice qui était en train d'être banalisée, dans le sens où on opposait fin du mois et fin du monde, en disant en fait c'est pas un sujet pour vous, vous n'avez pas que ça à faire de vous intéresser à l'écologie, allez vous intéresser à votre frigo plutôt. Et cette opposition fin du mois, fin du monde, je me suis dit elle est incohérente précisément parce que la fin du monde va aggraver la fin du mois dans tous les cas. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à se réunir avec... alors d'abord c'était Abdelali El-Badawi qui a fait Banlieue Santé, Banlieue School, puis ensuite Sana Saitouli, puis Sefiu également, le rappeur. Tous les 4 on s'est réunis autour de ce constat sur la question de la santé pour dire que c'était un problème. Non mais attends. Qui ne dérange absolument pas. Du coup vas-y, présente-toi parce qu'en fait on est en stream sur le stream de Libé. Et ouais, là, vous avez mais viens dire bonjour sur le stream. Mais oui. Et ils vont venir de bonjour en stream, donc c'est des jeunes de Banlieue Climat. Faites juste attention parce qu'il y a énormément de fils qui viennent notamment apporter un peu de la Ferris. Mais ouais, oui. on est complètement en live. Superstar. Mais non, c'est toi le superstar. Il y a du monde qui vient vous dire bonjour aujourd'hui. Aucune idée. Et bah là pour l'instant j'ai pas tout à fait les stats juste en face des yeux, mais on est en train de parler justement de l'objectif de Banlieue Climat, comment ça a été créé, et Ferris t'es en train de nous raconter ça. T'as un petit mot à rajouter? Non, Si tu veux rajouter un mot, il faut juste que tu parles. Raconter ton histoire. Non, ça va ça. Mais je veux bien que tu me dises un petit mot. Moi, je veux bien raconter la première fois que je l'ai rencontré, Ferris. Bah, si tu veux faire ça, il faut juste que tu te mettes un peu plus proche du micro pour qu'on puisse t'entendre. Et est-ce que tu peux, avant de faire ça, te présenter et nous dire un petit peu qui tu es? Carrément. Bah, du coup, moi, tu sois plus proche du micro, sinon on t'entend je pas. m'appelle Aymen. Je vais prendre le micro, je vais me servir. Ouais, carrément. J'ai 23 ans, 24 ans dans 2 jours. Je suis formateur chez Banlieue Climat. Et j'ai été un des premiers formés à la transition écologique par Ferris Barkat en même temps, en avant-première, hein, avant Banlieue Climat, avant tout. Avant même que ça devienne une superstar, tu vois. Avant qu'il va sur Quotidien, qui cambriole le palais de Tokyo, qui nous fasse rêver et qui nous rappelle qu'on peut encore sauver le monde même venant d'une banlieue. Donc toi, ça t'a appris à rêver
plus grand. Un monde meilleur, entre guillemets, un meilleur avenir pour notre planète. Exactement. Parce qu'avant, Banlieue Climat, avant que tu rencontres Ferris Barkat, t'avais quel aspect, quel point de vue par rapport aux problèmes climatiques? Comme je fais avec mes amis dans mon quartier, je pose la question, c'est quoi l'écologie pour toi? Et il me répond, c'est les déchets, c'est la poubelle, c'est trier ses affaires, pas jeter sa cigarette par terre. Et quand on sait que ça s'arrête pas là, et on se dit putain, être idiot, c'est vraiment être en manque de culture, de savoir. Mais du coup, toi, tu t'es rendu compte de ça. Il y a un moment où tu t'es rendu compte de ce côté, où tu t'es rendu compte de, en fait, comment en banlieue tu vivais des problèmes climatiques. Et je sais pas si c'est en fait, en banlieue, on n'avait pas ce souci du climat. À une certaine époque, quand tu me disais il va y avoir un réchauffement climatique, moi j'habite à Strasbourg, il fait froid toute l'année, c'est pas plus mal, hein, tu vois. Qu'il fasse beau un peu plus de jours dans l'année, nous ça nous arrange. Mais au final, en fait, c'est bien pire que ça. C'est la montée des eaux, c'est des morts partout dans le monde, c'est de la sécheresse, c'est des maladies en fait, il y a que le peuple. Parce que je veux pas dire qu'on peut pas compter sur les États, tu vois. Parce que si on aurait pu compter sur eux, ils auraient déjà fait le boulot. Mais il y a que le peuple qui peut faire changer les choses. Et il y a une devise qui est la devise d'un pays, qui est par le peuple pour le peuple. Donc si on veut faire quelque chose pour nous, on doit le faire par nous-mêmes, tu vois. C'est assez beau. Et toi, du coup, Rania, toi aussi, t'as vécu ce côté-là, Mais tu peux rester avec nous, hein, oui. Ouais, non, je prévenais juste que je vais vous ramener à manger, donc... Merci beaucoup. De rien. On n'a pas encore mangé, mais ça arrive. Ok. Bon, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Twitch. merci d'être passé. Merci pour ton témoignage. Aymen à midi, crack, formateur, vous allez le voir bientôt. Super formateur. Super formateur, ministre, quelque chose comme ça. Ministre, ça se chaufferait toi, ministre? Président, ça serait beaucoup. Wow. Président à midi. Valorisant, tu vois. Président à Tu midi. déclares ta candidature pour l'élection de 2027? Je déclare ma candidature, peut-être pas pour 2027, mais 2032, ce serait bien. Ah oui, Tu vois, le temps de prendre un peu de maturité, de pouvoir. Mais sinon, il y a Ferris. Votez Ferris pour 2027. Ouais. Des sports, ça? La France ira mieux si c'est moi au pouvoir. Hein? Mise intérieure? Vas-y, ça marche. Tous les espaces intérieurs, c'est toi qui Merci beaucoup. Merci d'être passé pourtant. Propre. Et faites juste attention en passant, il y a beaucoup de câbles. Vous avez du backstage de ouf. Merci beaucoup. Et donc du coup, en fait, ça me fait revenir un peu sur mon sujet, puisque toi, du coup, Il est fort. Hein. Il est très fort. Merci à lui. Parce que, en fait, son témoignage, il montre un peu que tu as porté une forme de conscientisation des problèmes climatiques en banlieue. Pour certaines personnes. Est-ce que c'est ton cas, par exemple, Rania? Alors moi, pense juste à bien parler dans le micro. Ouais, moi, j'avais conscientisé cette lutte-là avant de rencontrer Ferris. Mais c'est vrai que quand j'en ai entendu parler, j'ai pris connaissance de son association, ça me parlait directement. Ouais. Mais je pense que oui, il conscientise... il a un rôle important dans la conscientisation de nombreux jeunes. Et toi, par exemple, personnellement, dans ta vie, dans ta jeunesse, à quel moment t'as conscientisé que dans ton environnement, il y avait des soucis climatiques, il y avait des soucis... Je l'ai conscientisé quand j'ai vu que j'allais dans des quartiers plus riches et que c'était complètement différent, l'environnement était différent, c'était plus joli. Même si c'est pas directement lié, on se rend compte qu'il y avait plus d'arbres, de fleurs. Tout à l'heure, à Saint-Ouen, Ferris, il a fait une blague et il a dit que les arbres, ils étaient tristes parce qu'ils avaient genre 1 mètre carré de liberté et après que du béton. Et c'est vrai que en banlieue, c'est ça, alors que dans des quartiers plus riches, il y a beaucoup plus d'herbe, beaucoup plus de végétalisation. Et je l'ai conscientisé petit à petit, comme ça, en voyant des différences. Et donc concrètement, si on rentre un peu dans le détail, c'est quoi les problèmes climatiques auxquels on est plus exposé en banlieue que dans d'autres quartiers plus riches potentiellement? C'est des problèmes climatiques qui sont généralement perçus comme des problèmes sanitaires ou des problèmes inévitables liés à l'environnement dans lequel on vit. Mais par exemple, moi, quand je vais chez mon cousin et que je dors chez lui, l'isolation, elle est catastrophique. Et donc, ce genre de bâtiments qui sont pas rénovés d'un point de vue thermique, ça provoque, en 2003, 19 000 morts en France. Et le plus de morts, ça a été en Val-de-Marne et en Seine-Saint-Denis. Donc, dans les territoires où la rénovation thermique, c'était 0, il y avait une surpopulation aussi dans les appartements. Donc, toutes ces questions d'îlots de chaleur, notamment avec le béton.
sont créés et sont beaucoup plus présents dans les quartiers. Si on rajoute la qualité de l'air, les particules fines, c'est ce dont on parlait juste avant. Vous regardez une carte avec les particules fines entre la banlieue, entre les quartiers riches, entre là où est le vent. Le vent, par exemple, c'est un formidable moyen pour évacuer les particules fines. Sauf que les grands ensembles, quand les immeubles sont trop serrés, ça devient compliqué. Donc il y a plein de choses comme ça. L'alimentation, c'est intéressant. Comment il y a un problème avec certains commerces de proximité et une alimentation malsaine qui a changé, qui a transformé, qui est pas du tout. Il faut pas faire du misérabilisme, c'est-à-dire que il y a une forme de surexposition et de millefeuille d'inégalité sociale, mais on n'est pas là pour se plaindre. Dans tous les cas, on va avancer, on va continuer à essayer de s'en sortir. Mais quand on conscientise ces inégalités-là, ça permet de les utiliser pour s'émanciper. C'est-à-dire que prendre la place dans l'espace public à travers ce qu'on vit, pour essayer de les faire changer. Et donc je pense que cette conscientisation, elle n'a pas pour objectif de nous plaindre, mais pour objectif de nous émanciper, de nous libérer. Et cette libération-là, elle est là pour absolument n'importe quelle classe sociale, en fait. Oui, parce pour les plus aisés, c'est plus compliqué, mais quand on prend la ruralité, il y a aussi des ponts et une précarité en termes d'alimentation, de pesticides qui est terrible. Donc il y a des ponts communs à faire entre ceux qui sont les plus précaires. Oui, parce que, alors je vais juste prendre un message dans le chat, puisque Pierrot te fait un joli coucou, Rania. C'est peut-être un mec que tu connais. Big up à Pierrot. Et le gros théâtre. Comment ? Big up à Pierre. Hein. Big up à Pierre. Merci Pierre d'être parmi nous. Et pour reprendre un peu sur votre travail avant le climat, c'est que tu as beaucoup parlé de conscientisation. En fait, l'enjeu, c'est que vous faites des formations en banlieue auprès de jeunes pour qu'ils conscientisent ce qu'est le problème climatique. Est-ce que vous avez des moments dans vos formations où vous vous êtes rendu compte que vraiment ça avait un impact ? Je sais pas, où d'un moment tu parles à un jeune, tu lui parles d'un problème climatique et tu vois qu'il y a un truc qui se réveille dans ses yeux et où il se rend compte que, en fait, oui, t'as raison, il voit ce que c'est le problème climatique. Moi, j'ai un exemple. Alors, attends, est-ce que tu peux juste décaler la bouteille d'eau comme ça tu la mets je la mets là. Ouais, super, merci beaucoup. Moi, j'ai un exemple, c'était à la formation de formateurs en janvier. Donc, on avait 12 formés qui voulaient devenir formateurs et qui étaient très motivés et vraiment incroyables. Enfin, ils ont appris super vite. Et en fait, au départ, ils étaient pas très à l'aise. Ils avaient un peu peur, certains. Et à la fin, on avait certaines personnes qui nous disaient je viens de me rendre compte du pouvoir que j'ai. Je peux instruire d'autres personnes. Il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise. Par exemple, Asala, elle a tenu une table ronde tout à l'heure alors qu'avant, elle se sentait pas confiante. Et aujourd'hui, elle est capable de faire une table ronde avec François Ruffin. Donc voilà, c'est pas mal. Et puis même, quand on discute, on se rend compte qu'avant, c'était pas du tout une notion qui les intéressait. Le changement climatique, ça leur parlait pas trop. Et puis, en leur donnant des exemples de leur quotidien, finalement, c'est un sujet qui les touche beaucoup plus qu'on pense. Mais du coup, quoi, par exemple, comme exemple de quotidien, comment tu fais pour passionner quelqu'un à l'écologie, alors que peut-être qu'avant, il n'avait pas conscience de l'importance du problème ? Sur cette question, moi, je veux dire deux choses. La première, c'est qu'on n'est pas là pour sensibiliser. Il y a une sensibilité qui est déjà là. Il n'y a pas, on n'est pas enfin, la question écologique, la question, peut-être, elle est abordée de manière différente, avec un autre référentiel, culturellement autrement, à travers aussi le fait qu'il faut réutiliser les habits de ses grands frères, de ci, de ça. Enfin, il y a plein de choses qui sont des réflexes, qui sont pas conscientisés comme étant de l'écologie, mais qui sont en fait de l'écologie. Et puis le deuxième point, c'est que il n'y a pas de... Dans la forme, on utilise parfois des référentiels de mangas, de refs, de trucs, de machins qui vont leur parler. Donc dans la forme, il y a une différence, mais dans le fond, il n'y a aucune différence avec une autre classe sociale. C'est-à-dire que en fait, la question, c'est pas comment on fait. En fait, on fait comme on ferait n'importe où en termes de connaissances. Peut-être que la formation, et là on a beaucoup bossé avec Rania, elle est plutôt bien construite. On arrive à avoir un déroulé qui est plutôt clair, avec des bons graphiques et un design que Rania a beaucoup amélioré, mais dans le fond on est sur des rapports du GIEC, on est sur les sécheresses, on est sur les zoonoses, on est sur des trucs très techniques. La rigueur elle est super importante, sinon il n'y aura pas la légitimité derrière pour pouvoir faire les projets. On est sur des sujets on va en profondeur dessus, parce qu'on pense que c'est comme ça que on va réussir à se faire écouter.
Et au niveau d'exemples concrets, parce que c'est ça aussi la question, j'ai constaté que sur la question des injustices environnementales à l'échelle internationale, ça veut dire que bon, nous c'est la galère, vas-y ça marche tranquille, ok, mais là au Niger c'est encore pire que pour nous. Là au Bangladesh ils reconstruisent leur maison tous les matins. Là dans ce pays il y a une sécheresse de folie. Et donc cette inégalité là, en mode ils subissent alors que nous on consomme, ils payent alors que nous on profite. Ça fait écho aussi à une certaine réalité ici qui permet aussi de prendre conscience de en fait c'est pas un truc pour le futur mais c'est déjà maintenant la ville de Jacobabad au Pakistan qui est inhabitable. C'est déjà aujourd'hui la montée des eaux. C'est déjà en 2016 qu'un enfant de 12 ans est mort de l'anthrax parce que le permafrost a dégelé. C'est déjà tout ça, ces trucs-là un peu zinzin qui nous font prendre conscience que c'est chaud et que en fait là ouais, quand je leur demande c'est quoi qui les a plus le marqué, il y a le permafrost, il y a les sécheresses, il y a l'Afrique du Nord qui est de plus en plus touchée. Il y a la pollution aussi directement près de chez eux. Donc il y a des choses très concrètes sur l'urgence à eux, mais aussi des trucs plus généralistes comme n'importe qui va capter que le permafrost c'est une dinguerie et donc qui va commencer à se dire oulala, problème d'avoir un virus quoi. Ouais. Il y a un truc intéressant dans ce que tu racontes, c'est notamment le fait que en fait, ça fait écho à ce que Rania me disait avant quand on préparait le stream. En fait, tu racontes que quasiment, vous aviez, enfin, en banlieue, on a des gestes écolos sans que ce soit pour un objectif écolo. Tu me parlais du fait de t'habiller en fripe ou d'aller chercher des trucs comme ça. En fait, de faire de l'écologie mais pour un objectif plus économique. Et ça, c'est aussi une réalité. Bah, totalement. Enfin, en plus, là, dernièrement, t'en as parlé avec le Bondi Blog, j'ai vu. Et en fait, nos parents, ils nous ont éduqués à être écolo sans même poser le mot écolo dessus. C'était juste de la normalité pour eux, c'était leur référentiel. Récupérer les vêtements des grands frères et sœurs, donner ensuite les vêtements à nos cousins, cousines, nos petits frères et sœurs, toujours réparer nos produits électroménagers, etc. Enfin, jamais aller jeter à la poubelle directement, ça pouvait toujours avoir une utilité. La récup. Moi, mes parents, ils ont toujours récupéré plein d'objets, plein de choses, parce qu'on sait jamais, ça peut toujours nous servir. Et tout ça, c'est des gestes qu'on nomme aujourd'hui écolo, pourtant nous, on a grandi avec, et on les nommait pas forcément écolo. Et dans la perception de l'écologie, toi, Rania, tu me disais que tu avais senti une différence entre... toi, t'as habité à Aubervilliers, c'est ça? Entre quand t'étais à Aubervilliers et quand t'étais à Paris. En fait, c'est juste qu'à Aubervilliers, on ne nommait pas, mais on l'était malgré nous. À Paris, c'était plus... il y a eu les marches du climat. Moi, j'étais au lycée à ce moment-là. Et les marches pour le climat, c'était... C'est un commentaire qui vous fait réagir. Ça va, toi. Non, mais... à Paris, c'était pas la même chose. Enfin, c'était plus... comment dire, on le disait plus ouvertement, alors que par exemple en banlieue parfois quand tu récupérais des choses c'était un peu la honte mais tu le faisais quand même, on se cachait un peu, alors qu'à l'inverse aujourd'hui c'est devenu à la mode de récupérer et du coup en fait maintenant c'est à la mode d'être écolo. À l'époque c'était un peu c'était la honte, c'était pas fou. Si on parle un peu de pollution de l'air et des problèmes concrets auquel on est exposé en termes d'un point de vue climatique en banlieue. Donc, il y a notamment une chose dont je voulais parler, parce que tout à l'heure, il y a plusieurs jeunes d'Oxfam, de Banlieue Climat, de l'Académie du Climat, qui sont allés dans 5 points dans Paris et 5 points en Île-de-France, en région parisienne. 4 ? Ouais. 4, merci Rania. Qui représentent un petit peu le problème de pollution de l'air pour les jeunes, et il y a notamment l'échangeur de Bagnolet. Vous pouvez me parler un peu de l'échangeur de Bagnolet, enfin genre en gros, en quoi c'est un problème écologique ? Sur Bagnolet, il y a un échangeur, un périph avec plusieurs voies qui pose pas mal de problèmes. Je crois que de côté du périph, on a 30% d'enfants qui ont de l'asthme. Je suis pas sûr de ces chiffres-là. Mais ce dont je suis sûr, par contre, c'est à quel point depuis 2005, on sait que ça crée de l'asthme chez les enfants, à quel point on est au courant qu'il y a des institutions, des associations
notamment sur Bagnolet, Vert Dragon et d'autres qui se sont accaparés ce sujet, qui l'ont mis sur le devant de la scène pour dire que c'était inacceptable et que depuis 2005, rien n'a vraiment été fait et qu'il y a des enfants, des personnes qui en souffrent et donc l'échangeur de Bagnolet, c'est intéressant parce que si j'ai bien compris, il y a même des city-stades, des terrains de foot juste à côté. Donc t'as l'impression de faire du sport, vas-y, je suis en bonne santé, tout ça, alors qu'en fait t'es en train de respirer des dingueries. Donc il y a aussi la question des écoles qui sont construites près de ces échangeurs-là, parce qu'il y a 3 enfants sur 4 de milieux populaires qui ont des problèmes liés à la qualité de l'air. Donc il y a la question de l'asthme, des maladies cardiovasculaires, les particules super fines. Ce qu'il faut savoir sur l'échangeur et sur la pollution de manière générale, c'est que on parle de PM, PM1, PM2, PM3, PM10. Ça, c'est quoi? C'est les particules fines? C'est des particules fines. Donc PM10, c'est 10 micromètres de diamètre. PM1, c'est 1 micromètre de diamètre. Et ces particules fines-là, les plus petites, donc 1 micromètre de diamètre, celles qui sont les plus dangereuses, les plus problématiques, ça peut aller jusqu'à 0,3 micromètre de diamètre. Donc ça rentre dans le cerveau, ça rentre par les voies respiratoires, mais pas que, par les pores aussi de la peau, et ça peut rentrer dans le cerveau, dans les poumons, dans le sang, et ça pose des vrais problèmes sanitaires. Il n'y a pas encore vraiment d'études qui font des liens et comme je disais au début, des corrélations avec la qualité de l'air et la santé. Mais donc on est sur un endroit où c'est tellement paradoxal. On va critiquer la banlieue qui utilise sa voiture. La même voiture cause les problèmes de santé de ces personnes-là. En même temps, il n'y a rien qui est fait pour baisser le trafic routier parce que soi-disant c'est de l'écologie punitive. La punition que tout le monde subit, et en particulier ces gens-là, est totalement occultée. Et le jour où il y a les JO qui arrivent, notamment en 2024, on va purifier l'air des athlètes, ce qui est très bien. Mais d'un point de vue symbolique, on a souvent, et les familles ont eu du mal à faire valoir la corrélation justement entre qualité de l'air et problèmes de santé. Et le jour où il y a les JO qui arrivent, non, t'inquiète, on a compris, les industries, l'autoroute, c'est chaud, vas-y, ça marche, on va purifier vos logements. Et donc je pense que il y a une forme de violence sociale et symbolique qu'il faut verbaliser, qu'il faut mettre en avant et qu'il faut refuser, parce que cette banalisation sur la qualité de l'air, elle est très dangereuse. La qualité de l'air, ça n'a jamais été un sujet banal, en tout cas dans l'histoire de France. En France, ça a toujours été un sujet. En 1722, la police était chargée de s'occuper de la largeur des rues, des industries, de s'occuper que les gens respirent bien, que les gens soient en bonne santé. Paris, c'était connu pour être une ville de bossus. Pourquoi ? Parce que les gens étaient, soi-disant, faisaient pas attention à leur environnement. Donc l'environnement était lié à leur physique. Les gens sont moches parce que l'environnement est pas bon. Donc même le fait même de polluer l'air, c'était une dinguerie à l'époque. Maintenant, c'est devenu totalement normal. Et c'est devenu même des externalités négatives, c'est-à-dire que bon, il y a une société, il y a des problèmes, ok, on a ça, mais de l'autre côté il y a un feu de forêt, il y a des gens qui meurent, ok, mais au bout d'un moment ces externalités elles s'empilent de plus en plus et il faut les mettre dans la balance. Est-ce que là ces inégalités plus les particules fines plus l'alimentation plus on rentre dans une génération qui va développer davantage de cancers. Il y a un article du Times, je crois, qui est sorti il y a pas longtemps sur les cancers des jeunes avant leurs parents. Donc toutes ces externalités-là, elles commencent à poser de gros soucis et voilà, donc nous avec Bon le Climat, on essaye de les mettre sur la table et on arrive à travailler parfois avec les pouvoirs publics pour essayer de les régler et ça avance et on essaye. C'est marrant que tu évoques les JO parce que Rania, typiquement, c'est un truc dont tu me parlais quand on préparait. Je crois que tu m'avais dit une phrase qui m'avait pas mal marqué. Tu m'avais dit en gros, on subit les travaux des JO, mais on n'en profite pas. C'est ça. Moi, depuis que je suis petite, on nous parle des JO, c'est prévu depuis longtemps, on voit des travaux depuis longtemps. Il y a même le Grand Paris Express, il y a des travaux depuis longtemps qui sont mis en place. Et là, je lisais un article en plus il n'y a pas très longtemps de Street Press qui disait qu'il y a des personnes qui vont déménager parce qu'elles n'ont pas le choix. Il y a ils sont trop mignons. C'est trop mignon. Il y a une livraison de bouffe. C'est gentil, merci. C'est formidable, c'est vraiment super gentil. Ça, merci c'est beaucoup. Le climat. C'est trop bien. Non, moi je vais manger. Bon appétit. Nous aussi, hein. T'as pas encore mangé ? Bon appétit. Non, je pense à un peu avant. Merci Aymen. Trop fort.
Parce que je crois que vous faites, c'est la fin du jeûne, c'est ça? Ouais, Ouais, c'est ça. effectivement. Bah allez-y, profitez, hein. Merci. C'est le moment ou jamais. Mais Non mais oui, donc ouais, tu parlais de disais voilà que- l'impact des travaux dont vous ne C'est ça. profitez pas. dont Bah là, t'as par pas- exemple, pour le Grand Paris Express, je lisais un article de Street Press qui disait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont forcés à déménager parce qu'on va détruire les tours, puisqu'il y a des nouveaux métros qui sont mis en place. Parce que c'est une nouvelle population qui va arriver. Il y a une gentrification qui est en train de se faire. Mhm. Et mais c'est exactement la même chose pour les JO. En gros, les JO, il y a des constructions qui sont là depuis des années et des années. Nous, on subit cette pollution sonore, visuelle, et la pollution de l'air en elle-même. Mais après ça, on va pas pouvoir profiter. C'est comme le fait qu'on nous dise qu'il va y avoir des QR codes pour accéder à certains Ouais. quartiers de Paris. Ah ouais? Ouais. Ouais, Je pense que tu seras pas invité à certains quartiers. Je savais pas du tout. Ouais, non, c'est une des Non, idées qu'ils ont. vraiment pas. Il y avait vraiment des QR codes. Enfin, apparemment, c'était annoncé. Oui. Je sais plus si c'est un truc qu'ils maintiennent, mais pour accéder à certains quartiers. Mais le qui fait sont, de l'annoncer, ça prouve Bah aussi la manière dont on nous voit, tu vois. Et je réponds juste à une question. Je vois que Stuntologo écrit énormément dans le chat. Merci à toi. Où tu demandes si on compte assainir la Seine pour les JO. Oui, c'est un projet. L'objectif, c'est que pour les JO, il y a des épreuves qui se tiennent dans la Seine. NCN. NVL, je n'arrive pas à lire ton pseudo. Bravo la jeunesse, vous faites plaisir à entendre et bonne app. Merci frérot. Merci. Est-ce que Mange aussi, hein. Ouais, mais en fait, pour être très honnête, moi, avant le stream, je me suis enfilé une quantité de cacahuètes absolument énorme. Et j'ai absolument pas faim. Même si les dates ont l'air vraiment super bonnes. Ah bah, serre-toi. Hein. Mange-toi. Ouais. Vraiment, serre-toi. Est-ce que cette action que vous portez, ça vous donne de l'espoir pour notre planète, pour améliorer votre qualité de vie? Moi, je suis mitigée. Enfin, à part si t'as envie de dire. Vas-y. Moi, je suis mitigée parce que. Nous, on avance beaucoup. Enfin, le climat, ils font énormément de choses. Le fait aussi de rencontrer d'autres assos jeunes, là, avec Oxfam, pour un réveil écologique, toutes les assos avec qui on a travaillé là pour le climat Libé Tour, c'est porteur d'espoir parce qu'on se dit qu'on n'est pas les seuls à penser à ça et qu'on a envie d'agir. Malheureusement, il y a une sorte de fracture, ça, parfois, avec les mesures qui sont prises à l'échelle politique. Moi, je dis souvent, on n'est pas là pour sauver le monde, on est là pour se sauver nous-mêmes. Et donc, j'ai pas forcément d'espoir particulier. Même si parfois je me dis, vas-y, on peut tout faire. Parce que tu vois, là, on bosse avec Libération. Cette semaine, on a fait une mission infiltration au Palais de Tokyo. On fait plein de trucs un peu zinzin. Où on se dit, elles sont où les limites? Et ça avance bien et ça marche bien. Les jeunes commencent à sentir le truc. Ça fait 1 an. Donc parfois, j'ai ce truc de, en fait, on peut tout faire. Et puis parfois, je me dis, c'est pas une question de sauver qui que ce soit. C'est pas une question de sauver la planète. C'est une question de juste nous-mêmes et réussir à, dans nos perspectives, vivre dignement. Et vivre dignement, c'est déjà une victoire. Et donc moi, les sports, je le vois dans, justement, quand Ayman, il a parlé avant. Quand Ayman est venu parler au micro, pour moi, ça résume absolument tout ce qu'on veut faire. Et à partir du moment où Ayman, il a ce message-là, et qu'il va dans la rue, des inconnus, il les connaît ni de Adam, ni de Ève. Il va leur parler, leur dit, s'il vous plaît, venez dans Banlieue Climat, ça va être trop bien, machin. Samedi, une marche à 14h sur la pollution de l'air, on va faire ça. Il est trop motivé. Et juste ça, cette lueur-là que j'arrive un peu à voir dans leurs yeux, ça me suffit pour me dire, on est un peu utile. Alors après, de là à croire qu'on fait du vraiment bon boulot, qu'on va réussir à sauver je sais pas qui, moi je suis assez, pas pessimiste, mais assez tragique dans ma manière de voir la vie. Et donc je j'ai pas grand espoir en grand chose. Je me dis juste que voilà, tant que j'ai encore un peu d'énergie, je la mets là-dedans parce que quelque part ça recrée aussi quelque chose en moi que j'avais peut-être perdu. Et c'est magnifique à voir. Après, je suis très lucide sur les capacités, l'inertie du système, le fait que ça met du temps à bouger et que le fait que ça met du temps à bouger, ça montre aussi qu'on peut pas non plus s'accaparer trop de victoires en disant on a fait ça, on a fait ci, on a réussi à changer le monde. En vrai, tranquille, parce que je sais pas, j'ai du mal avec ceux qui pensent qu'ils sont incroyables, qui changent tout, alors que nous
en toute modestie, on fait bouger deux, trois trucs, on accompagne pas mal de jeunes, des premiers concernés, des trucs. Mais voilà, tranquille. Il y a des gens, j'ai l'impression, on les entend, ils ont fait des trucs de fou. Et je peux comprendre que ça booste l'ego, mais une des erreurs, une des craintes que ça peut créer, c'est potentiellement se dire que voilà, on est utile, on a fait le taf, on a réussi, il y a tel ou tel média qui t'a invité, c'est que du coup le taf a été fait, alors qu'il n'y a aucune corrélation entre la reconnaissance qu'on va te donner et la réalité du terrain et ce que tu as fait bouger les choses. Il n'y a aucun lien. Il y a des gens qui, toute l'année, sont sur le terrain et font bouger les choses et à aucun moment sont reconnus médiatiquement ou symboliquement. Exactement. Donc du coup, voilà, c'est un peu ça ma posture. Non, je vois complètement ce que tu racontes et en fait c'est drôle parce que ça fait écho avec la deuxième partie du stream qu'on va pas tarder à commencer parce que notre invité Margot est arrivée. Mais en gros ça fait écho avec l'idée de à quel moment est-ce que l'action individuelle et l'impact de l'action individuelle et de l'action collective dans le combat écologique est suffisamment grand ou pas. Parce qu'en fait moi quand je pense à ce qu'on peut faire pour l'écologie, je pense à la politique des petits gestes qui moi me déprime. Je trouve ça très difficile de se dire que en fait moi par exemple ça me déprime d'aller au McDo, que je vois qu'il y a des poêles de tri et tout et qu'après dans un reportage de je sais pas envoyé spécial je me rends compte qu'en fait les poêles de tri ils les foutent tout dans les mêmes poêles, ils s'en foutent. Et j'ai un côté un peu pervers de me dire que c'est une manière aussi de culpabiliser un peu l'individu et de déporter la responsabilité sur d'autres personnes qui ont plus de responsabilité. Mais reste que l'action collective comme ce que vous faites a un impact sur le fait de potentiellement toutes les personnes que vous allez former, c'est ce que tu me disais, peut-être qu'elles vont aller en parler à d'autres personnes, peut-être qu'elles vont, je sais pas, prendre des fonctions politiques et derrière continuer à porter le message et peut-être porter un peu d'espoir pour notre planète. Ouais, j'espère aussi. Bon, merci beaucoup Ferris d'avoir participé à ce stream. Merci beaucoup à toi Corentin, j'étais dubitatif en venant, mais c'était très agréable. C'était cool. Ça fait plaisir. De voir d'être avec Grania, de voir 2-3 jeunes passer, c'était marrant. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Ce qui va se passer, c'est que je libère Ferris et avec Grania, on va accueillir Margot Jacques, qui est une spécialiste de la transition écologique des territoires et avec qui on va discuter de plein de trucs. Il y a les alarmes de Ferris qui sonnent parce qu'il faut qu'il rejoigne le reste de son assaut. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On revient dans à peu près 5 minutes, le temps que j'installe Margot et puis le temps de dire au revoir à Ferris. À tout à l'heure. Bisous. Bonjour à tous. Donc, on a laissé Ferris rejoindre les équipes de Banlieue Climat et on accueille Margot Jacques. Margot, bienvenue. Salut. Margot, je vais te présenter. Tu es donc spécialiste de la transition écologique des territoires. C'est bien ça? Oui, alors ça veut tout et rien dire, mais c'est ça, ouais. Et notamment, tu es écrivaine, puisque tu as écrit un livre, est-ce que je peux le prendre pour le montrer aux gens? Petit manuel de répartie écologique. En gros, si jamais un jour vous êtes en dîner de famille et que votre oncle un peu anti-écolo n'arrête pas de vous balancer des arguments à tire-larigot, lisez ce bouquin, vous allez savoir comment lui répondre. Je résume bien? Ouais, c'est ça. Alors ça peut être l'oncle, mais ça peut être le pote. En fait, c'est un peu intergénérationnel. Moi, j'ai vraiment voulu montrer qu'en fait, c'est pas une histoire de jeunes contre les vieux ou l'inverse, qu'en fait, il y a des anti-écolos partout et des écolos partout et qu'il faut juste essayer de dialoguer avec tout le monde et d'apporter des arguments qui soient rationnels et qui touchent à la raison et au cœur aussi. Est-ce que toi, Arnia, par exemple, c'était déjà arrivé de devoir convaincre quelqu'un qui n'était pas écolo? Oui, ça m'est déjà arrivé. Après, pas forcément dans la famille, parce que c'est pas des débats qu'on a forcément, mais oui, dans la vie de tous les jours, dans certains endroits, ça a pu m'arriver. Qu'est-ce que tu as eu comme remarque? J'ai souvent du fatalisme, des choses comme... merci. Des choses comme dans tous les cas on va bien mourir de quelque chose ou le typique de toute façon t'as vu comment il fait froid en ce moment ça peut pas exister des choses comme ça quoi. Ok. Ça peut l'aider du coup ton bouquin? Ouais carrément. En fait il y a moi je l'ai découpé en différents profils types d'interlocuteurs. Donc par exemple les premiers c'est les sceptiques, donc ceux qui vont dire non mais quand même c'est pas si grave, regarde l'été qu'on a connu il était pluvieux, enfin voilà exactement ce que tu dis. Et après la deuxième catégorie c'est les immobilistes, donc là c'est ce que tu disais, c'est des gens qui vont dire mais ça sert à rien, on va bien mourir de quelque chose finalement, c'est déjà lancé et on peut pas arrêter cette dynamique néfaste. Je fais un petit coucou à Siming 1976, vous voyez dans le chat, il nous dit bonsoir. Bonsoir. Siming, et qui en plus a suivi Libé, donc merci d'avoir suivi Libé, la chaîne Twitch de Libé. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet.
Rania, est-ce que tu peux réexpliquer à Margot les grands enjeux de ce qu'on vit en banlieue par rapport au changement climatique? Pollution de l'air, bref, je te laisse raconter tout ça et nous raconter un peu ton expérience, comment toi tu l'as vécu. Ok. Il faut savoir qu'en banlieue, c'est assez spécial, on va dire, parce que ce sont les personnes qui vont être les plus concernées, en tout cas en métropole, par le changement climatique. Mais ce sont les personnes qui sont le moins représentées ou interpellées sur cette question. On voit les logements insalubres, tous les travaux qu'il y a qui créent de la pollution de l'air, de la pollution sonore, de la pollution visuelle. Il y a aussi tout ce qui est de la question des boulots, des boulots des personnes. Les métiers sont pas forcément adaptés au changement climatique ou les personnes sont pas forcément équipées pour. Ouais, t'as un exemple précis en tête, je sais pas. Par exemple, il y a dans les chantiers là pour les JO et tous les autres chantiers, on voit qu'il y a plein de personnes qui meurent d'accidents ou souvent qui sont exposées à des particules ou des produits qui sont pas du tout adaptés à l'homme ou qui sont vraiment nocifs. Et on les laisse parce que c'est une certaine catégorie de personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Après, oui, c'est toutes les usines qui sont tout autour de chez nous, les échangeurs, les voies, le périph', et tout ça, en fait, c'est autour de nous, mais on n'a pas le droit de dire qu'on n'a pas envie de ça parce que on y vit malgré nous en banlieue. Tout le monde vit là-bas parce qu'ils ont c'est parce ils appartiennent à une certaine classe sociale et donc ils peuvent pas changer d'endroit et ils sont un peu condamnés et on leur donne pas la parole. Ouais. Est-ce qu'il y a une forme où on s'habitue un peu? C'est ça, on s'habitue parce que de toute façon on est obligé de faire avec. Une sorte de fatalisme. Exactement, c'est du fatalisme, on est obligé de faire avec. Dans tous les cas, on n'a pas d'autre choix que de vivre ici et donc ça fait qu'il y a des personnes qui subissent et surtout qu'on leur donne pas la parole, donc qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Banlieue climat, j'imagine, c'est une réponse. Exactement. Est-ce que cette expérience, Margot, ça fait écho avec des trucs que toi t'as pu étudier? Je sais pas, que ce soit dans d'autres zones en France, dans d'autres pays, dans le monde, je ne sais pas. Ouais, moi dans mon livre il y a un fil conducteur qui est le fait que la transition, si on veut la réussir, cette transition écologique, il faut absolument que ça passe par la justice sociale, en fait. C'est-à-dire que imposer des mesures écolos sans proposer d'alternatives, sans inclure les populations, sans aller aussi vers de l'antiracisme, vers de l'anticolonialisme, mais ça ne marchera pas parce que en fait, on a le même ennemi qui est le système capitaliste, clairement. Et en fait, ouais, ce système capitaliste, il est fondé sur l'exploitation des ressources. Et où est-ce qu'on va chercher ces ressources? Sur des terres où il y a des populations qu'on essaie peut-être de décrédibiliser pour éviter qu'elles s'organisent. Et donc ça, c'est clairement, on le voit à l'échelle internationale. Par exemple, vous connaissez peut-être la décharge, c'est toujours dur à dire, Agglok-Boshi. Ah, ça me dit Vous voyez, au Ghana, c'est dans la banlieue d'Accra, donc la capitale. Et donc c'est une énorme décharge à ciel ouvert avec énormément de déchets électroniques en fait. Donc c'est la poubelle de l'Occident, quoi. C'est comme les déchets de vêtements en Indonésie. Ouais. Exactement. Et du coup, c'est pour ça que les deux sont totalement liés, quoi. Que la justice sociale, ça doit être le fil conducteur de toute mesure écolo. Est-ce que c'est un peu une question qui me vient sur le livre là comme ça, mais je me demande si il n'y a pas un sentiment par moment d'abandon où on a l'impression que en fait on abandonne nos territoires. C'est-à-dire que, je sais pas, quand je me suis demandé, mais est-ce que toi, par exemple, quand t'étais en banlieue, quand tu voyais qu'il y avait des trucs qui étaient soit toujours en construction, soit t'as une usine juste à côté de chez toi, ou un échangeur comme à Bagnolet, parfois t'as pas l'impression d'être abandonné par les gens qui pourraient changer les choses. Si, j'ai déjà eu ce sentiment-là, mais c'est pour ça aussi que je m'engage aujourd'hui, je pense que ça vient de là. C'est que parfois on en a marre d'être pas écouté du tout. Et il y en a qui s'en fichent, qui font avec et ils ont droit, c'est pas un souci. Mais moi je sais que ça me travaillait beaucoup et je trouvais ça difficile de concevoir que je devais supporter ça sans rien dire
Et je pense aussi qu'il y a c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui commencent à entrer en politique alors qu'ils n'avaient pas forcément l'environnement pour ou la vocation pour, mais qui d'un coup s'engagent, même des militants comme Ferris, etc. Je pense que ça naît aussi de ce constat de on se sent condamné et on sait pas quoi faire, donc peut-être qu'il faut prendre en main les choses soi-même. Et là, t'as l'impression du coup que vous êtes plus écouté, pris au sérieux parce que vous êtes autour d'une structure associative et qui prend de l'ampleur. Je sais pas si on est écouter totalement, mais en tout cas par exemple là de faire un live avec Libération, c'est une chance inouïe. Honnêtement, j'aurais pas imaginé ça si je m'étais engagée toute seule sans structure autour de moi. Le fait qu'on invite Sana et Ferris sur des plateaux télé pour parler de ça, selon moi c'est déjà une petite victoire parce qu'il y a de la représentation et c'est important quand même. Mais justement, pourquoi c'est important en fait? Parce que si je me mets d'un point de vue très naïf, en fait moi je peux me dire, je comprends pas en quoi ça peut aider de voir quelqu'un qui me ressemble parler de problèmes écolo. Pourquoi est-ce que ça change rien? Pourquoi est-ce que ça change quelque chose que ce soit une femme qui parle d'écologie ou en quoi ça change quelque chose? C'est comme quand on est enfant et que on voit des gens qui nous ressemblent faire des métiers qu'on rêverait de faire. Par exemple, là, Thomas Pesquet, c'est un grand astronaute. Et aujourd'hui, il y a plein d'enfants qui s'inspirent de lui parce qu'il leur ressemble. De voir des femmes qui deviennent astronautes aussi, ça inspire des jeunes filles à le faire. Je sais plus, j'avais lu, c'était Le Parisien qui avait publié une qui disait que les filles allaient de moins en moins vers les sciences après le bac. Et ça, je pense que c'est aussi lié au fait qu'on voit moins de femmes expertes, scientifiques à la télé, même si elles existent. On leur donne pas forcément la parole. Et c'est pas conscientisé, mais la représentation, ça joue sur nos modèles. Et le fait de pas avoir un modèle qui nous ressemble, on se dit que c'est impossible. Donc on va pas aller vers ça. Aujourd'hui, de voir des gens qui nous ressemblent prendre la parole sur la question écologique, c'est se dire aussi, moi aussi je suis légitime de parler de ça. Il y a aussi cette question de légitimité qui est vraiment là, qu'on oublie. Mais une personne issue de banlieue, elle peut se demander si elle est légitime de parler de ça, parce qu'elle se sent pas forcément écolo, c'est ce qu'on disait avec Ferris tout à l'heure, parce qu'on pose pas de mots dessus, mais on le fait malgré nous. Et est-ce que moi, même si je suis pas écolo, militant, est-ce que je suis légitime de parler de ça? Je pense que c'est aussi la question de légitimité qui est importante dans la représentation. Ouais, identification et légitimité, moi je rejoins totalement. Ça, l'aspect légitimité, c'est un truc que toi, au fil du travail que tu as fait sur ton livre, tu l'as ressenti aussi? De la légitimité de parler de ces sujets? Ouais, c'est ça. En fait, je sais pas, dans des quartiers plus populaires, le manque, ce sentiment de peut-être que je me sens pas légitime de parler de ces sujets. Tu veux dire sur la question des quartiers populaires? Ouais. Moi, j'ai pas forcément une expérience. Moi, j'ai pas grandi en quartier dit populaire, donc je sais pas si j'ai une légitimité à parler de ça. Après, j'ai pas mal d'expérience dans le milieu associatif écolo, et là-dessus, on a fait des ateliers d'écologie populaire dans des écoles, et du coup là-dessus, je me sens plus légitime. Mais par contre, parler de quartier populaire, non, je pense pas quoi. Il y a un commentaire qui est hyper intéressant dans le chat que je vais prendre dès maintenant. Stunt à logo qui dit « Après, ils auront les moyens d'acheter le bon air, la bonne eau, la bonne nourriture. » En fait, je trouve ça particulièrement pertinent parce que ça montre déjà le lien entre l'économie et l'écologie et la différence entre des quartiers potentiellement plus riches, si on met des guillemets, et des quartiers potentiellement plus populaires, le clivage qu'il y a entre les deux. C'est quelque chose qui existe, je sais pas, dans d'autres pays, que toi tu ressens? Par exemple, Margot, pour commencer. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'écologie, on a l'impression que c'est un truc de riche, dans l'imaginaire collectif. Mais en fait, je pense qu'il y a vraiment un prisme qui est assez faux, ou en tout cas que le système essaie de nous faire gober, qui est l'éco-citoyenneté. En fait, l'écologie, ce serait faire les petits gestes. Alors c'est bien, je veux pas dire que c'est mauvais de trier, éviter d'utiliser trop de plastique, c'est ces petites choses. Et en fait, ça nous renvoie à une vision hyper libérale de l'écologie qui serait centrée uniquement sur l'action individuelle. Donc, en fait, ça surresponsabilise l'individu. Alors certes, c'est bien, toutes ces petites choses, évidemment, mais en fait, on peut pas s'arrêter à ça parce que le problème, il est absolument systémique. Et du coup, si c'est faire que ça, mais ça s'appelle pas de l'écologie, ça s'appelle juste être en accord avec certaines de ses valeurs, en fait. Juste, oui, je fais pas couler l'eau 2 heures parce que juste, je trouve que c'est mauvais, mais c'est pas... c'est juste être...
un minimum conscient, mais c'est pas une action politique voilà, en tant que telle. En fait, c'est l'aspect fondamental de notre comportement. Enfin, c'est vraiment notre mode de vie qui pose problème. Et en fait, oui, ce que disait Stuntologo. Après, ils auront les moyens d'acheter la bonne air, le bon eau, la bonne nourriture. C'est vrai que ça aide hein, quand on a les sous, on peut acheter le bon pour chaque aspect de notre vie. Mais oui, je trouve que c'est notre mode de vie à tous qui est problématique. Et souvent, on nous dit sur les gestes écolos, on nous dit que c'est important, qu'il faut mettre en pratique ces gestes écolos, etc. Mais c'est beaucoup plus facile de mettre en pratique des gestes écolos quand on a les sous. Et du coup, on culpabilise une certaine tranche de la société, alors que ils n'ont pas forcément le choix. C'est comme l'alimentation. Quand on n'a pas les sous, on va aller acheter de la nourriture de mauvaise qualité parce qu'on ne peut pas faire autrement. Alors que quand on a de l'argent, quand on a un capital financier, là, dans ce cas-là, on peut se permettre d'acheter de la bonne nourriture, locale, biologique, etc. Mais je trouvais ce commentaire pertinent aussi. Et fondamentalement, un autre exemple, c'est la voiture électrique. Ouais. Je vais prendre un exemple personnel. Aujourd'hui, je roule en moto électrique. Et j'en suis relativement content, même si c'est une toute petite bécane qui est pas hyper puissante, machin, et du coup, je peux pas aller très très loin. J'aimerais bien investir dans une moto un peu plus puissante. Mais du coup, si je veux rester sur l'électrique, ça commence à monter dans des 10, 15, 20, 30, 40, 50 000 euros. Jamais je mets le prix d'un petit appart dans une moto. Jamais. Oui. Mais du coup, je me dis quasiment, peut-être que je vais repasser à la thermique. Mais c'est terrible de se retrouver à penser à ça, en fait. En fait, il faut que les mesures elles soient accompagnées en fait. C'est-à-dire que il faut une gradation. Là, par exemple, le leasing pour les personnes en situation de précarité, le leasing de voitures électriques, c'est une très bonne chose. Après, on voit que c'est assez limité finalement. Il n'y a pas tant de voitures que ça qui sont pour l'instant disponibles. Mais ça, typiquement, c'est une mesure qui aurait, par exemple, évité peut-être, ou en tout cas une partie du mouvement des Gilets jaunes, parce qu'en fait, il y a eu une taxe carbone qui a clairement pénalisé les plus précaires qui avaient besoin de leur voiture en fait au quotidien pour aller au travail. Et du coup, évidemment, il y a une contestation sociale parce que c'est pas accompagné. Donc après il y a la question de l'électrique. Est-ce que l'électrique c'est la panacée ou pas? Pas sûr non plus. Après sur la moto c'est différent, mais sur la voiture électrique, c'est vrai qu'on met énormément de marketing autour de la voiture électrique, mais en fait le gros problème, en tout cas l'enjeu, c'est de sortir de la voiture individuelle. En fait c'est là on a l'impression qu'il suffit de changer le moteur pour qu'en fait ce soit écolo, mais ça pose énormément de questions en termes d'eau, d'extraction de matières premières, de biodiversité, et en fait il faut pas passer d'un modèle A à un modèle A'. En fait, il faut juste, en changeant le moteur, c'est changer de modèle, en fait. Vie, voilà. Mais c'est une tâche qui est gardante parce que, en fait, on est en train de... J'ai l'impression que pour ne arrêter de foncer à 130 km/h dans un mur de réchauffement climatique, de problèmes climatiques, il faut faire un 360 degrés dans notre société. Mais en soi, nos grands-parents, ils vivaient pas comme nous. C'était... En fait, le changement, il a été très rapide et très intense. Et après, c'est à nous de faire des sacrifices sur notre mode de vie. Mais on n'est pas tous capables de le faire. Même moi, je trouve ça hyper compliqué. Je suis pas du tout parfaite. Après, sur les sacrifices doivent être différenciés aussi. C'est-à-dire que la moyenne de l'empreinte carbone en France, c'est à peu près 10 tonnes de CO2 par personne. Mais les 50% les plus précaires, les moins riches, c'est 5 tonnes leur empreinte carbone. Donc en fait, certes, les très riches, par exemple, les 1% des plus riches en France, leur empreinte carbone, c'est 56 tonnes. C'est énorme. Mais en fait, et dont la moitié, c'est de l'avion. Donc en fait, il y a une partie des très riches qui doivent absolument décroître pour permettre à une catégorie plus précaire de croître, justement. Je vais prendre un commentaire très intéressant. En fait, je vais en prendre plusieurs parce qu'il y en a un qui m'a fait péter de rire. Fornial Order qui dit « Alors, comment être écologiste sans les riches ?» Et Stuntologo qui lui répond « Faut les manger avant qu'ils nous mangent. » Il faut taxer les riches, hein. Non, mais après, Fornial Order reprend sa question « Comment contraindre les riches à devenir plus éco-responsables ?» Est-ce que c'est seulement possible, en fait? Ah, c'est une grosse question, ça. Ouais, mais en fait, ça demande une ambition. Ça demande une ambition politique. C'est-à-dire que, oui, à un moment, il va falloir taxer.
Moi, je suis persuadée que, et puis après, à plus long terme et de manière un peu plus douce, je pense qu'il y a aussi un truc à jouer sur le rêve collectif. Est-ce que le rêve collectif, ce qu'on souhaite, ce qu'on trouve désirable, c'est aller à Dubaï passer toutes ses vacances et s'acheter des Rolex, ou est-ce que le rêve collectif, c'est plus de sobriété, plus de liens, moins de biens, et enfin, voilà, il y a cette question aussi de qu'est-ce qu'on prône comme modèle sociétal. Alors, il y a plein d'éléments hyper intéressants qu'on fait écho avec d'autres parties de ce stream que j'ai prévu, mais je voudrais qu'on revienne un tout petit peu en arrière pour que Margot, tu nous expliques un petit peu si les problèmes écologiques qui existent dans les banlieues que Rania t'a décrit tout à l'heure, ça existe dans d'autres zones. Ouais. Ou que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays ou dans d'autres... Bah oui, ça existe en fait partout dans le monde et c'est pas nouveau non plus. Par exemple, j'avais lu que dans les années 80 en fait aux États-Unis, il y a par exemple eu un moment où l'État, la puissance publique a décidé d'aller mettre des déchets toxiques en Caroline du Nord dans une ville qui était en plus composée donc à 60% d'Afro-Américains. Donc il y a une surreprésentation de personnes racisées dans cette ville et grosse manifestation. Notamment de personnes racisées. Les manifestations malheureusement échouent. Les déchets toxiques sont finalement enfouis quand même donc dans une banlieue pas riche. C'est un échec, mais finalement ça ouvre d'autres perspectives parce qu'il y a une étude qui va finalement montrer qu'il y a une corrélation aux États-Unis entre l'ethnicité en fait des gens et la présence de déchets toxiques enfouis voilà sous terre. Donc il y a bien une corrélation. Alors, en France, on n'a pas de statistiques ethniques, mais en fait on a des statistiques sur les personnes les plus précaires ou les personnes immigrées qui sont à côté de zones toxiques. Donc en fait ça existe partout dans le monde et dans le sud global entre guillemets. En vrai on a un exemple aussi en France, même si c'est pas la métropole, en Outre-mer, l'histoire du chlordécone. Chlordécone, voilà, aux Antilles typiquement. Alors est-ce que moi je manque de culture, vous pouvez me dire ce que c'est l'histoire du chlordécone? Alors on peut expliquer à deux. Ouais, vas-y. Le chlordécone c'est une molécule qui est dans un pesticide qui a été produit par Monsanto. Il me semble que c'était Monsanto qui le faisait. Non ? Peut-être, là je sais pas qui est le fabricant. En tout cas ça a été produit dans un pesticide qui a été utilisé abondamment sur des territoires aux Antilles. C'était utilisé sur des terrains où on produisait des bananes. Ouais. Et du coup actuellement il y a énormément de cas de cancer de la prostate en Guadeloupe, en Martinique, et certains terrains sont condamnés pour 700 ans. En gros la molécule elle est tellement nocive que pour 700 ans les bananes sont mauvaises pour la santé, et donc voilà, il y a une corrélation entre la production de bananes avec du chlordécone et la montée des cas de cancer de la prostate là-bas, et ça c'est un scandale qui vient d'être reconnu par l'État il y a pas très longtemps. Voilà, en fait j'ai tout expliqué, je sais pas. Et non, mais ce qui est terrible aussi, oups, désolé. Ce qui est terrible, c'est que en fait, en métropole, le chlordécone a été interdit. Alors, dans les années 80 ou 90, je sais plus exactement. Mais il y a eu une dérogation dans les bananeraies aux Antilles parce qu'il n'y avait pas forcément d'alternative. En tout cas, on n'a pas voulu trouver d'alternative parce que c'était peut-être très efficace contre les différents nuisibles dans les bananeraies. Et finalement, au détriment des populations locales, quoi. Donc aujourd'hui, voilà, c'est reconnu scandale sanitaire par l'État. Mais c'est comme, pardon, je t'interromps, mais c'est comme le fait que, tu vois, t'as des marques comme Nestlé et compagnie qui produisent certains produits, qui produisent des aliments avec certains ingrédients qui sont nocifs pour la santé, interdits en Europe, mais qui sont produits en Europe et ensuite exportés en Afrique. Et en Afrique, il me semble que c'était le produit Nido. Nido, c'est consommé en Afrique. Et en fait, dedans, c'est pas du tout bon pour la santé. C'est comme aussi du lait en poudre qu'ils produisent en Afrique. Et en fait, c'est pas du tout bon. Et Nestlé le vend en Afrique. Cependant, c'est interdit en Europe. Vraiment, la molécule est interdite en Europe. C'est complètement banni. Et eux l'exportent tranquillement et se font des sous sur ça. Ok, c'est réjouissant. Donc, bref, c'est partout dans le monde en fait. Et puis, tout ce qu'on a désindustrialisé en France, qu'on a finalement, qu'on importe maintenant d'Asie ou d'autres pays, en fait, c'est la même rengaine.
c'est-à-dire qu'on crée des havres de pollution un peu partout dans le monde et on délocalise notre pollution au bout du monde vers des pays qui sont moins disants socialement et écologiquement. Je vais prendre la question de Himself33 qui, pour info, nous regarde souvent sur le Twitch de Libération. C'est un habitué. Donc merci Himself d'être toujours présent pour nous. Et qui demande les personnes riches pollueuses qui payent ne se sentent-elles pas la conscience tranquille du seul fait qu'elles peuvent aisément payer? Alors. J'y vais. Vas-y. Non, mais c'est vrai que, cette question, elle est intéressante parce que c'est important, par exemple, de taxer les produits les plus émetteurs, par exemple. Là, l'Union européenne va mettre une taxe carbone aux frontières selon le carbone émis par tel ou tel produit. Ça, c'est une bonne mesure. Mais en fait, on peut se dire, c'est bien, mais en fait, les riches, ils peuvent continuer à acheter, donc très bien. Donc c'est pour ça que la taxation, elle doit aller de pair avec des mesures d'interdiction, en fait, qui sont peut-être aussi plus faciles à mettre en place. Hein. On interdit, par exemple, l'amiante dans la construction de bâtiments. Tac, c'est fini. Alors évidemment, ça continue, c'est pas fini, mais aujourd'hui, on n'utilise plus d'amiante dans les bâtiments et c'est une manière de régler le problème de manière drastique et radicale. Ce que vous disiez tout à l'heure sur le chlordécone, ça fait écho à ce qu'on disait aussi toute la journée des problèmes climatiques dans les banlieues, c'est l'impact sur la santé qui est conséquent. Et alors, on a beaucoup parlé de maladies respiratoires, d'asthme. Je crois même avoir lu un papier qui parlait même que ça pouvait avoir des conséquences sur du diabète. Mais en plus de tout ça, moi, il y a un élément qui me marque quand je pense à ça, c'est notamment les canicules. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'en banlieue, l'organisation du territoire, on va dire, la manière dont sont placés les bâtiments, comment la quantité d'espace qu'il y a, fait que la chaleur est ressentie beaucoup plus fortement. Et mettons par exemple, on sait que les personnes plus âgées, les seniors, ressentent beaucoup plus difficilement la canicule. Je n'ose pas imaginer une personne plus âgée qui habite en banlieue, je sais pas, au 7e étage de je sais pas quel tour d'immeuble, à quel point ça peut être compliqué pour elle. Je sais pas si dans tes proches ou dans les gens que tu connais, t'as déjà vécu des trucs comme ça, ou vu des choses comme ça. Oui, clairement. Déjà, il n'y a pas tout le monde qui a la clim chez soi en banlieue. Donc, tu fermes les stores. C'est pas forcément agréable. Il y a aussi de la surpopulation dans certains appartements, dans certains logements. Donc, c'est sûr que être assise dans un appartement alors que à côté, dans un quartier riche, on est à deux dans un château limite, c'est sûr que c'est beaucoup plus agréable. Avec la clim en plus, on le ressent différemment. Ça, c'est clair. Et même les personnes âgées, il y a plein d'histoires chaque été quand il y a une canicule. Il y a une personne, je sais pas quel étage, qui a pas pu descendre, qui a pas pu qui avait des soucis et qui a eu un accident, qui est décédé ou autre, parce qu'elle était toute seule et parce que son appartement n'était pas adapté, n'était pas aux normes, et donc elle a subi en fait la canicule. Ça, oui, on voit plein de cas comme ça. Mais je pense que oui, l'aménagement du territoire en banlieue fait qu'on subit plus pendant les canicules. Ouais, sur le côté végétalisation aussi, où il y a des grands ensembles qui ont été construits sans mettre de parc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est la végétalisation et en quoi c'est important dans une zone donnée qu'il y ait de la végétation, en fait, tout simplement? Ouais. Tu peux juste te rapprocher un tout petit peu du micro. Il y a plusieurs impacts positifs à la végétalisation. Sur les canicules que tu évoquais, en fait, en milieu très urbain, on parle d'îlots de chaleur urbain. C'est-à-dire que quand la nuit tombe, en période de canicule, il y a le béton qui a emmagasiné de la chaleur tout au long de la journée parce que c'est un matériau qui est foncé, ça va rejeter toute la chaleur et du coup, en fait, pendant la nuit, on va pas avoir une baisse significative de température. Et donc c'est super compliqué parce que du coup, notre organisme, il est pas fait pour avoir 25, 26 degrés la nuit. Et donc dormir devient super compliqué. Donc il y a déjà cet aspect qui est totalement lié à la santé, clairement. Et puis la végétalisation, c'est aussi bon pour la biodiversité, typiquement, mais c'est aussi bon pour le bien-être mental. Il y avait notamment des études que j'avais lues qui montraient que en fait, quand tu es en hôpital, quand ta fenêtre donne sur un immeuble,
tu guéris moins vite que quand ta fenêtre donne sur un lieu végétal, quand tu as des problèmes mentaux. Et en fait, bon, c'est assez logique. C'est vrai qu'il y a quand même une sensation d'apaisement face à la nature, plutôt que quand tu es dans un lieu super dense, avec beaucoup de bruit. Enfin, c'est assez logique. Et ce qui répond à ta réflexion, Planète Dodo, dans le chat. Planète Dodo, qui est également quelqu'un qui nous regarde beaucoup à l'immersion, et qui disait, j'ai l'impression aussi que les HLM sont des zones avec beaucoup plus de bitume, donc de température plus élevée. Bah oui, c'est exactement ce que tu racontes. Et il me semble, enfin je sais pas si t'as entendu tout à l'heure à Saint-Ouen, mais il me semble que la chercheuse Séverine disait que Séverine Deguin, ouais, elle disait que quand on avait de la pollution sonore, bah du coup c'était pas bon pour le sommeil, que enfin les travaux à côté ça crée des troubles nerveux, oui, des troubles du sommeil, oui, clairement c'est en fait rien n'est bon pour notre santé après. Et par ailleurs, tout à l'heure, Ferris Barkat, pour ceux qui nous rejoignent, qui est le cofondateur de Banlieue Climat, une association qui se bat pour la défense de l'environnement au sein des banlieues, voilà, pour conscientiser les gens à ces questions-là. Et tout à l'heure, il était au micro, à l'estrade, et il parlait de beaucoup de choses intéressantes. Et notamment, il a fait une vanne qui était rigolote. Il parlait de végétalisation, de l'absence, et il prenait un exemple. Regardez cet arbre là-bas. Il y a un arbre, et regardez, il y a tout petit bout de terre, là, et puis après, c'est que du béton, mais il est en train de souffrir, allons faire des câlins aux arbres. Donc, Ferris Barkat a proposé de faire des câlins aux arbres. La calinothérapie, ça existe, hein. Mais ça reste une réalité, c'est qu'effectivement, bah voilà, là, la place où on était, vous pouvez regarder dans le stream qu'on a fait juste avant, hein, on le voit très bien. Il y a des arbres, avec une bande de béton qui doit faire la taille de la table. Notre table est une bande de terre de la taille de la table, et tout le reste du béton. Bah ouais. D'ailleurs, je trouve que l'endroit où on était, il était hyper représentatif de ce qu'on dénonçait, c'est-à-dire qu'il y avait des travaux vraiment de partout autour. Devant la mairie. Oui, devant la mairie. Tu te dis la mairie d'une ville, c'est peut-être un endroit qu'ils essaient de garder clean. Partout. Vous étiez où? Partout. On était à la mairie de Saint-Ouen. D'accord, oui. L'esplanade, elle était complètement bétonnée. Surtout que sur Google Maps, ça te marque comme si c'était il y avait de l'herbe en fait. Du coup, moi, je pensais que c'était l'herbe, et je vois que tout est bétonné. Fake news. C'est du greenwashing de Google Earth. Et les arbres, bah oui, sur des petits terrains de 1 mètre carré, tout est bétonné autour. Je pense que c'était hyper représentatif, franchement. En plus, il y a le périph' pas très loin, il y avait plein de voitures. Enfin, il y avait une grande avenue. Ouais, il y avait une grande avenue à côté. Et je crois que pareil, pour la chaleur, les grandes avenues, ça a un impact important. C'est-à-dire que ça conserve plus la chaleur, il me semble, parce que... Attendez, qu'est-ce que c'était? Genre, il n'y a plus le soleil... L'effet canyon. Voilà, je crois que c'est ça. En fait, c'est pas forcément les grandes avenues, c'est quand t'as une rue, mais avec des bâtiments très hauts de part et d'autre, où en fait la chaleur s'engouffre et ça fait des sortes de boucles de chaleur qui s'en vont pas parce que l'air ne peut pas trop passer. Donc ouais, ça c'est aussi hyper mauvais en termes de canicule. Et sur les pieds d'arbres, parce que moi je travaille dans le milieu, enfin dans mon taf professionnel quoi. Je travaille sur la végétalisation, et en fait le fait de relier les pieds d'arbres entre eux et de faire des grosses fosses d'arbres, c'est hyper important parce que ça permet l'infiltration des eaux de pluie, et du coup les racines des arbres vont capter l'eau, et cette eau elle va être retransmise par évapotranspiration, un mot un peu barbare pour dire que c'est les feuilles qui vont relâcher de l'eau, et donc c'est ça qui fait que ça rafraîchit l'air. Donc en fait, si tu laisses pas l'eau s'infiltrer, l'eau, il va pas te rafraîchir l'air. Donc c'est vraiment tout un cercle vertueux, quoi. Ou vicieux. Ou vicieux si tu élargis pas tes fosses d'arbres. Ouais, comme devant la mairie de Saint-Ouen. Je vous propose qu'on s'attaque à un gros morceau de ce stream, à un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui m'énerve presque un petit peu, c'est la politique des petits gestes, l'action individuelle. Quand je travaillais ce stream avec Rania, je t'ai fait la réflexion hier ou avant-hier, je sais plus. Je trouve que l'action de Banlieue Climat est hyper louable, c'est génial. Ça permet de conscientiser plein de trucs, ça permet de porter un message hyper important, mais c'est pas, je me demande si par cette action ça va faire en sorte que Nestlé ou Total ils arrêtent de faire des dingueries écologiques. Mais c'est pas individuel, ça c'est collectif. Ouais, justement, c'est collectif. Ouais. Et ben justement.
Ah oui, pardon, tu me disais par rapport à la politique par des petits rapport, gestes. oui, Voilà, c'est non, ça. et ben, je parlais de la politique des petits gestes parce qu'en plus, la politique des petits gestes m'énerve parce que j'ai l'impression que c'est une forme de culpabilisation de l'individu. Tu te dis, bon, bah, vas-y, j'en parlais en plus tout à l'heure avec Firis. Tu te dis, ok, allez, vous allez faire du tri sélectif, ça va être super bien. Puis derrière, je sais l'exemple que je donnais tout à l'heure, à McDo, les poubelles, elles sont toutes remises au même endroit. Puis est-ce que ça a un vrai impact ou pas? Bref, ma question, c'est la limite de l'action individuelle, voire même la limite de l'action collective dans le combat climatique. Et voire même, moi, presque, ça me déprime de me dire que moi, tout seul, personnellement, en fait, j'ai pas d'impact. Vas-y, je te laisse commencer. Je comprends déjà, parce que moi j'ai les mêmes réflexions. Moi je pense que l'individuel il peut devenir collectif, ce que je te disais en préparant l'émission, à titre personnel, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont dans ce cas de figure-là. Je suis arrivée à me poser des questions super systémiques à partir de petits gestes individuels, qui sont insignifiants peut-être. Par exemple, moi, je me suis intéressée vraiment aux problèmes environnementaux à travers le plastique. Alors que bon, le plastique, on peut se dire, ah oui, on achète du plastique, mais c'est pas non plus, c'est un système, on n'y peut rien. Et en fait, vraiment, ça m'a trop pris aux tripes et c'était la petite fenêtre par laquelle je suis arrivée en me disant, mais c'est horrible pour la biodiversité et pour la santé. En fait, c'est aussi le prisme santé qui m'a fait réagir parce que les microplastiques qui se retrouvent dans notre organisme et en fait, dans toute la chaîne alimentaire. Et en fait, j'ai ouvert cette fenêtre et ensuite, tu te rends compte du problème climatique, ensuite du problème de la biodiversité, des inégalités et que tout ça, c'est relié. Et donc, moi, je suis partagée, ouais. Enfin, il faut faire ces gestes individuels parce que je pense que c'est vraiment une question d'être en phase avec ce qu'on prône, sans être hyper radicale surtout, parce qu'en fait, c'est super compliqué, on peut pas être 100% parfait dans une société qui ne l'est pas. Mais à un moment, il faut passer à un stade plus collectif, parce que rester cantonné à ces petits gestes, ça peut être super déprimant. On peut se dire, mais en fait, moi, j'essaie de faire tout ce que je peux, mais à côté, il y a Total et puis il y a Nestlé. Donc voilà, mais il y a une étude, peut-être que vous voyez Faire sa part. Non. Peut-être que ça vous dit un truc, du Shift Project. Donc c'est le think tank de Jean Covici, qui montre qu'en fait, pour atteindre nos objectifs climatiques, 25% de l'effort à fournir, il est individuel et 75% il est collectif. Donc 25%, en fait, c'est pas rien non plus. Collectif, dans quel sens? Collectif dans le sens des États et des grandes entreprises? États et entreprises. Après, 25%, c'est pas juste je trie mes déchets. Les 25%, ça doit être je réduis au maximum l'avion, je réduis au maximum la viande. C'est des gestes entre guillemets héroïques. C'est pas les micro-gestes de je coupe le robinet quand je me brosse les dents, parce que sinon on va pas y arriver. Ok. Mais je te rejoins, ça fait écho. Quand j'ai poussé un peu ma réflexion, je me suis effectivement rendu compte que ce qui moi aussi m'a poussé à m'intéresser à l'écologie, c'est deux choses. C'est mon papa et ma maman qui nous forçaient à faire un maximum de tri sélectif. Alors que le tri sélectif, c'est la représentation même du geste individuel qui met un maximum de responsabilité sur l'individu pour déporter ça par rapport aux États, bref. Et le vélo. Mon père, il disait tout le temps, le vélo, c'est l'avenir, on fait du vélo, encore du vélo. Et donc oui, ça m'a poussé à avoir une réflexion sur... Ça plante une graine. Après, il faut pas s'arrêter à ça, quoi. Oui, c'est ça. Enfin... en fait, je pense qu'on a tous besoin de partir de l'individu pour ensuite s'associer à d'autres et aller sur du collectif. Parce que, pour moi, c'est la seule option que je... Enfin, dans tous les échanges que j'ai avec les gens, la majorité du temps, c'est j'ai eu une prise de conscience individuelle qui a fait que ça a débouché sur du collectif. Après, je sais pas si avec Banlieue Climat, c'est la même chose. Parce que j'ai jamais reçu de formation en n'étant pas déjà sensibilisée à ça, ouais. Donc, parce que Banlieue Climat, c'est vraiment du collectif. Oui, mais après, tu vas aller dans des classes de jeunes qui, eux, n'ont pas forcément la même conscience écologique que toi, et tu vas les pousser à aller s'y intéresser, puis potentiellement prendre l'action individuelle, puis ensuite l'action collective, ensuite ils vont devenir politiciens, présidents du monde, ils vont mettre une dictature écologique, pardon. Bah oui, les deux s'alimentent en fait. Oui, le collectif, il influence l'individuel et exactement, ouais, je pense que c'est une complémentarité en fait. Et on a besoin de l'individuel pour aller vers le collectif, mais je pense que c'est le collectif qui nous mènera plus loin. Je pense que vraiment on a besoin du collectif pour arriver à là où on a envie d'être en fait. Et récemment, j'ai un ami qui est assez militant aussi, et il me dit non mais moi je me suis totalement détachée des actions individuelles.
Donc lui, limite, il fait plus grand chose sur les actions individuelles. Et moi, j'avoue que ça m'a posé question parce que comment tu veux embarquer les gens si toi t'incarnes pas, tu vois, ce que tu prônes aussi un peu. Je suis pas totalement d'accord parce que ça dépend du contexte de la personne. Enfin après, je connais pas ton ami. Oui, non, mais par exemple sur l'avion. En fait, notre réflexion, elle partait sur l'avion. Non, c'était pas acheter 100% en vrac, que du bio et tout. C'était vraiment, c'était sur l'avion. De se dire, bah non, mais moi, c'est bon, je prends l'avion, ça va, les gestes individuels, ça a 2 minutes, quoi. Ouais, ok. Je sais pas, enfin, moi, sur la question de l'avion, je suis assez mitigée parce que, par exemple, il y a des gens qui vivent très loin de leurs parents ou de leur famille. Et là, dans ce cas-là, je peux comprendre que la personne ait besoin de prendre l'avion. En fait, enfin, tout à l'heure, tu le disais, il faut vraiment s'adapter en fonction des populations. Et je pense qu'il y a cette question d'équité qui est hyper importante. Si la personne, elle va prendre l'avion juste pour faire ses vacances à droite, à gauche, tous les 4 matins, là, dans ce cas-là, c'est problématique. Ouais, c'était plus ce cas-là. Ok, oui, d'accord, ok, là, oui, donc ça pose problème. Là, c'est pas très logique. Enfin, je trouve que c'est pas très logique. Mais si c'est une personne qui a besoin d'aller voir sa famille 1 à 2 fois par an, ça, je le comprends. Ou alors, je parlais avec quelqu'un la dernière fois qui me disait, mon père est médecin. Et il est envoyé dans des missions, c'est des zones très difficiles, etc. Et lui, il a besoin d'aller directement là-bas. Là, dans ce cas-là aussi, je peux le comprendre. Mais je pense qu'il y a la notion d'équité qui est hyper importante, même dans les actions individuelles. Ouais, il y a des contextes spécifiques. Mais c'est vrai que ça pose vraiment question. L'avion, par exemple, il y avait Jean Covici à la radio qui disait qu'en fait, oui, mais peu importe ton contexte familial, les limites planétaires, c'est les limites planétaires, la physique, c'est la physique. Et en fait, si on se donne tous une bonne raison d'aller quelque part, jusqu'où on va, c'est quoi une bonne raison? Et du coup, j'ai pas de réponse à cette question. Oui, c'est vrai. Mais ça reste un débat ouvert, ça reste une question. Ça fait écho à un commentaire dans le chat, Monsieur Wendigo. Je l'interprète comme étant Monsieur Wendigo. Mais pour l'avion, si nos parents habitent loin, c'est qu'on a fait le choix d'habiter loin d'eux, non? Ce n'est pas au début, lors du choix, qu'on aurait dû y penser? Voilà, ça dépend. Ça dépend. Par exemple, une personne qui va immigrer dans un autre pays, qui n'a pas le choix pour des raisons X ou Y. Ça peut être économique, ça peut être une question de sécurité. Dans ce cas-là, oui, ça peut être. Là, elle n'a pas vraiment le choix. Et là, je relève encore quelque chose. En ayant toutes ces réflexions, tu sais où je vais aller? Non, je ne sais pas du tout. On est en train de culpabiliser une fois de plus l'individu. C'est ça qui est terrible. Parce qu'en fait, là, on est en train de se dire, l'avion, le mec, il avait qu'à pas habiter loin de chez ses parents. Oui, mais bon, c'est aussi, tu vois, il faut sortir, je pense, du triangle de l'inaction qui est de c'est à l'État de jouer, l'État dit c'est aux entreprises, les entreprises disent mais en fait on a une demande. Moi je pense que il y a un boycott citoyen qui quand même peut avoir une action. Il faut pas que ce soit le seul, il faut que ça aille de pair avec une action de l'État qui contraigne des entreprises qui à un moment se disent il faut qu'on change sinon notre modèle va s'effondrer. Mais en fait il faut qu'on aille dans un cercle vicieux de coopération. Cercle vertueux du coup. Un cercle vertueux, ouais, c'est mieux. Mais c'est trop marrant, j'avais jamais entendu parler de cette notion de triangle de l'inaction. Ouais. C'est hyper intéressant. Moi, j'avais déjà entendu. Ouais, ça a été Pierre Pétavian, je crois. Je sais pas, je l'ai vu parce que je donnais un atelier d'automne. Oui. Et du coup, il y a le triangle de l'inaction. Bah oui, c'est super parce que ça répond à plein de trucs qu'on entend c'est pas à nous de faire les efforts. Je vais remonter un tout petit peu dans le chat parce qu'il y a notamment Monsieur Wendigo qui a mis un message qu'il qualifiait de pavé mais qui était hyper intéressant. Les petits gestes, ça dépend lesquels. Je fais du vélo pour tout le trajet de moins de 5 km. Même pour les courses, c'est un petit geste mais tellement important par rapport à prendre ma voiture. En plus, je fais du sport, donc moins sujet à certaines maladies. Et tu rebondissais encore une fois, le petit geste qui fait réfléchir sur sa consommation, sur divers sujets, transport, alimentaire, c'est positif. En effet, ça ne suffit pas, il faut des grandes politiques pour que polluer soit pas avantageux pour des grandes entreprises. Oui, c'est comme la question du prix de l'avion et du prix du train. Ouais. Là en France, c'est pas normal qu'il y ait des billets de train aussi chers alors qu'il y a des billets d'avion à 25 € pour aller à Majorque. Tu vois, ça c'est pas normal. Et en fait, il y a des gens qui voudraient prendre le train mais qui sont contraints par l'aspect économique. Surtout que c'est beaucoup plus pratique le train. Ça peut être très rapide, ça peut être très efficace, on peut prendre toutes nos affaires. Surtout qu'il n'y a pas à passer par la douane et compagnie. Oui, ça arrive en centre-ville. Oui, voilà, il y a ce côté hyper pratique. Alors que l'avion, ça peut être un peu plus désavantageux. Faut aller en avance, faut passer la douane.
on n'a pas droit à tous nos produits. Et puis, quand même, c'est beaucoup moins cher que le train actuellement. Et ça, c'est pas normal. Ouais, typiquement, moi, je voulais partir en vacances avec des potes là, à un moment. On voulait prendre le train, mais c'était plusieurs centaines d'euros de billets. Et du coup, la voiture, c'était juste 60 euros d'essence. Ça m'a fait péter un câble de me dire que c'est beaucoup plus cher, mais aussi cher, de prendre le train que de prendre la bagnole. Ça me fait péter un câble. Pardon, je m'énerve. Non, mais je comprends. Il y a des Marseille-Bruxelles à 10 euros, quoi, en avion. C'est pas possible. Non, mais c'est du coup, oui, on est tous imbriqués dans des logiques géographiques, économiques, sociales, et ça, je reviens sur le côté différenciation de l'effort dont on parlait tout à l'heure. Quand on est en milieu rural, alors du coup, ça dépasse la question de la banlieue, mais quand on est en milieu rural, en fait, on a beau être le plus écolo qui soit, si on n'a pas de transport en commun, en fait, ça va pas être possible. Enfin, on peut pas se passer de la voiture. Donc voilà, en fait, il faut vraiment que cette transition écologique, elle soit territorialisée, elle soit différenciée selon les cas. Je prends Lidenbrock qui nous dit « Je vis entre deux pays, donc je suis amené à prendre l'avion, j'avoue que je ne culpabilise pas du tout. » Ce qui est intéressant, parce que je prends ce commentaire notamment parce que je vous disais avant le stream que parfois ça pourrait être hyper intéressant de faire un stream comme ça, parce que les gens nous donnent des expériences personnelles qui font écho à ce qu'on raconte et qui sont hyper intéressantes. On a notamment un cheminot dans le chat. Je crois que c'est Wendigo qui est cheminot. Ah oui, voilà, en tant que cheminot. Vas-y, je te laisse le lire. Alors, par contre, j'ai mes lentilles et pas mes lunettes, alors sinon, en tant que cheminot, je pourrais même expliquer pourquoi le prix du train sera toujours cher. Les trains, on paye des péages pour emprunter le rail à SNCF Réseau, ce qui paye l'entretien des rails. Sachant que SNCF Réseau n'a plus le droit de faire du déficit depuis 2020. Société anonyme, on est à avoir des billets super chers. Les billets pas chers des entreprises privées, ils sont exonérés pendant 2 ans, puis ils augmenteront leur prix car ils doivent payer. Pardon, j'ai repris un commentaire, j'ai ressauté des trucs. Je pense que t'as dit de raconter d'autres choses. Bon, ouais, je savais pas. Je n'étais pas au courant non plus. On attend le fameux pass train comme ce qu'il y a en Allemagne qui était une... Et comme aussi les trains en Espagne, il y a une nouvelle société Renfe qui fait des billets pas très chers aussi. Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais ils avaient dit ça. Mais oui, il me semble aussi. Ouais. Ça, en Allemagne, c'est 45 € par mois. Ouais, donc, ça c'est super. Mais je sais pas si c'est juste sur les TER partout en Allemagne aussi. Je pense pas que ce soit les TGV quand même. Je sais plus. Mais bon, rien que les TER, c'est déjà génial. Et même les transports en commun, ce serait super qu'ils soient gratuits. À Montpellier, ils ont fait la gratuité. Donc ça, c'est super. Et tous les métros, non, il me semble qu'il n'y a pas de métro, mais le tram, le bus et tout, c'est gratuit. D'ailleurs, ça fait bizarre d'entrer et de pas payer. T'as l'impression d'être... C'est ça. Pardon, j'ai juste vu un commentaire de quelqu'un qui se demande si le pass-train n'était pas réannulé. Du coup, je fais du fact-checking en live. Et il faudrait que je me plonge dans mon téléphone pour vous répondre, donc je vais pas le faire. Mais reste que au fond de toute cette conversation, on revient à cet enjeu qui est, il y en a qui peuvent se permettre d'être écolos. On prend le train. Et il y en a qui ne peuvent pas. Et paradoxalement, donc ça nous fait revenir sur sujet quartier populaire, banlieue. Il y en a qui peuvent et qui le font pas. Et oui, il y a surtout ça. Ouais. Et paradoxalement, il y en a qui le font, qui font des gestes écolos très écolos sans savoir que c'est nécessairement des gestes écolos et qui le font pas parce que c'est des gestes écolos. Donc, je sais pas, la récup, enfin bref, c'est toi qui en parleras le mieux puisque c'est toi qui m'en parlais. Oui, c'est ça. Après, je pense que c'est même des éléments de culture. Souvent, il y a certaines cultures où, qui sont moins néolibérales comme la nôtre et qui sont plus qui ont plus ce sentiment de reconnaissance lié à l'environnement, faut faire attention à la planète, etc. Et ça se reconnaît aussi dans l'éducation. Je pense aussi c'est le fait de pas avoir forcément l'argent pour, mais aussi je pense la culture qui apporte ça. C'est comme le concept de One Health, une seule santé. Mais en fait, aujourd'hui, l'ONU, elle parle d'une seule santé. Elle dit que la planète, l'environnement, les humains, les animaux, c'est une seule santé. Sauf que ça, en fait, c'était déjà présent dans des religions, dans des cultures d'avant. C'est juste qu'on l'a oublié. Il y a Descola qui avait dit, il avait dit une citation où il parlait du fait qu'en gros, le concept de nature, c'était un concept très récent. Et c'est vrai que c'est très récent d'avoir dit, il y a la nature, il y a les hommes. À l'époque, on disait pas ça, on disait que la nature, c'était les hommes, les animaux, la planète, c'était tout le monde. La nature de l'un concernait la nature de l'autre.
Du coup, ouais, bah, il y a aussi le fait que dans certaines cultures, bah, la nature, ça concerne tout le monde et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on consomme, etc. Sans même conscientiser le fait que c'est écologique. Mais c'est vrai que ouais, le christianisme a apporté cette différence en fait entre la nature et l'homme, création de Dieu et du coup on met à distance la nature comme si c'était quelque chose de différent de nous. Alors que, en fait, la chaîne alimentaire, on est totalement lié à la chaîne alimentaire. Et je sais plus quand j'avais écouté ça à la radio, quelqu'un qui disait non mais en fait on est lié que à 75% ou un truc comme ça à la nature. Mais en fait on est lié à 100%. C'est-à-dire que tout ce qu'on a là, même ce métal, ce plastique, enfin tout est, on ne les a pas cherché sur Mars quoi. Du coup, c'était une réflexion assez folle. Je sais plus qui avait dit ça. J'étais choquée. On va pas tarder à couper ce stream, mais je nous donne encore 10 minutes de conversation, et pour ces 10 minutes de conversation, je vous pose une question un peu large, peut-être avec un enjeu qui est important. Est-ce que on pourra se dire que les grands militants, voire même, je vais aller encore plus loin, est-ce que les grands combattants de l'écologie de demain, ça va être les jeunes de banlieue ou les jeunes de quartier populaire? Moi, je pense que si on leur donne la chance de le faire, ils iront loin. Là, tout à l'heure, il y avait Ayman qui était venu, qui est apparu dans le live. Ayman qui est donc membre de Banlieue Climat. Qui est membre de Banlieue Climat. Et lui, tu lui donnes les clés pour faire ce que tu veux pour l'écologie, il le fait. Et je pense que, clairement, si on donne la chance, l'opportunité aux gens issus de banlieue ou de quartier populaire de prendre la parole et de mener une lutte contre le changement climatique, et je pense qu'ils pourraient aller très loin. Parce qu'ils ont envie si on leur donne les clés, ils auront envie de le faire. La banlieue, elle est malheureusement oubliée dans cette question-là, alors que elle est très importante. Et c'est dommage parce qu'il y a énormément de potentiel en banlieue qu'on oublie. Et je pense que si on nous donne la chance de le faire, on ira loin. De toute façon, la lutte écologique, elle va de pair avec la justice sociale, avec, comme tu disais tout à l'heure, elle est antiraciste, décoloniale. Donc, faut utiliser tous les outils, tous les moyens qu'on a dans nos pays, dans nos pays pour aller loin. Et en France, aujourd'hui, on oublie un peu trop les banlieues, les quartiers populaires, les outre-mer aussi. Je pense que si on donne la main tous pour avancer, on pourra aller loin. Margot, est-ce que tu as le sentiment de toutes les recherches que tu as pu faire, notamment pour ton livre, qu'il y a un mouvement de soulèvement écologique de la part de certains quartiers populaires dans le monde ou dans d'autres endroits que ce que fait Banlieue Climat? Aux États-Unis, il y a vraiment cette question d'injustice environnementale, en fait, qui est super présente avec le prisme santé, comme je le disais tout à l'heure, avec les décharges toxiques. Et je pense qu'en France, ça y est pas encore. Enfin, je veux dire, c'est pas encore un mouvement de masse, mais d'où le fait que... C'est carrément un mouvement de masse aux États-Unis? Alors, je sais pas si c'est de masse, mais c'est vraiment quelque chose qui est super important, qui est documenté. Oui, il y avait cette notion de racisme environnemental. De ségrégation environnementale, écologique. Mais ça, c'est que aux États-Unis. En France, on parle pas de ça. Et aux États-Unis, alors, expliquez-moi un peu, c'est quoi cette notion de ségrégation environnementale / racisme environnemental? Justement, en fait, c'est ça, c'est que les personnes les plus précaires et qui sont racisées vivent dans des lieux qui sont occupés par des décharges de produits toxiques ou à côté d'usines à risque. Comme on le disait tout à l'heure, la question de la végétation aussi, il y a une grosse ségrégation aussi aux États-Unis, dans des villes comme Los Angeles par exemple, avec des quartiers très populaires, assez paupérisés dans le centre, très urbanisés, et à l'écart de la ville, des grandes villas très végétales, etc. Donc ça pose des questions de santé évidentes, et je pense que le prisme santé, en fait, il peut nous faire aller loin tous ensemble, parce que ça réunit le climat, les crises écologiques et puis les questions de justice sociale. Donc je pense que le jour où on s'allie vraiment ensemble, on a le même ennemi en fait. Du coup, mais en fait c'est vraiment une stratégie, je pense, du monde capitaliste et néolibéral d'opposer par exemple les ruraux, les agriculteurs, le monde ouvrier, les écolos, les banlieues, comme si, en fait, on se battait pas pour les mêmes choses. Mais je pense que c'est vraiment une stratégie. Je sais pas si elle est vraiment formalisée, mais en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Enfin, en fait, on a les mêmes combats. C'est très pertinent ce que tu racontes sur la santé, je trouve, notamment parce que je pense que la santé
en tant que conséquence du réchauffement climatique, du changement climatique, etc. C'est quelque chose qui est très palpable. Il y a un côté un peu de se dire que, bon, bah voilà, t'as la fonte des glaces au pôle Nord, des ours polaires qui se retrouvent tout perdus. Bon, ok, mais c'est super loin. Moi, ça me concerne pas, je m'en rends pas compte. Par contre, la santé. En fait, ça nous rend vulnérables. On sait qu'on est vulnérable. Même quelqu'un qui est super riche, qui a des milliards, qui a des millions, il sait que demain il a un souci de santé incurable, bah il peut mourir. Et ça le rend vulnérable. Et c'est là où il peut se dire, ah bah en fait, ouais, là, faut que je fasse un truc. Ouais, ou alors il part dans des délires de transhumanisme. Oui, c'est ça. Et là, je pense même avec tes milliards, je sais pas s'il pourrait y arriver, tu vois. Et même pour tout le monde, c'est vrai que les problèmes de santé, tu vois, de se dire que la pollution de l'air qui pour le coup, c'est assez peu palpable parce que ça se voit pas, quoi. Je vois pas la pollution, je vois pas un nuage tout noir se balader dans les rues de Paris, rentrer dans mes poumons, je le vois pas. Du coup, pour avoir conscience de l'importance du combat écologique, c'est difficile. Par contre, et pourtant, il y a un nuage. Oui. On peut l'observer depuis l'espace. Il y a un nuage au-dessus de l'Asie du Sud qu'on voit, quoi, un nuage noir de pollution. Mais c'est pas au-dessus de nous. Mais et faut le voir depuis l'espace. Voilà, faut le voir depuis l'espace. Si c'était en bas de chez moi, je peux te dire que là, on déclic, tu vois. Mais la santé, je peux voir mon petit neveu qui naît avec de l'asthme. Ou qui développe de l'asthme parce qu'il grandit à côté d'un échangeur d'autoroute. Je peux voir je sais pas, ma mère ou une pote qui développe des problèmes de santé, des problèmes respiratoires à cause de la pollution. Ça rend le truc plus palpable, peut-être que ça peut réveiller une conscience écologique encore plus forte. Bah, j'espère. On croise les doigts, soyons optimistes. Merci beaucoup d'avoir participé à ce stream. Merci à toi. Merci à toi. Il me reste encore 5 minutes avant de devoir libérer le studio parce que on est dans les studios de l'Académie du Climat. Donc là où il y a le festival Climat Libé Tour, c'est pour ça que le cadre est complètement différent de ce qu'on fait d'habitude. Mais du coup, pour terminer ce stream et avoir un côté peut-être un peu plus, un poil plus feel good, Margot, tu vas me donner les 3 manières de faire une bonne répartie écologique. Okay. En gros, faut que tu t'imagines que devant moi, j'ai mon tonton absolument anti-écolo qui dit que bon, de toute façon, au pire, s'il fait chaud, c'est bien parce que je vais pouvoir me le dorer la pilule au Cap d'Agde. Il existe ce tonton? Non, il n'existe pas. Il existe bon, je vais essayer de l'imaginer. Bon. Je joue le rôle du tonton. Ok. Bah, déjà, avant de développer un peu, moi je pense que pour donner envie à l'autre, il faut rester dans quelque chose d'optimiste et de bienveillant. De pas tout de suite culpabiliser. Ah non mais regarde ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Regarde moi comme je fais bien. Là, bon, on va braquer l'autre et ça va être compliqué de l'embarquer avec soi. Donc, par exemple, si ton tonton, il adore, je dis n'importe quoi, il adore aller à la montagne, peut-être que lui parler de la fonte de la glace, ça peut être un bon prisme. Si ton ami, il adore la bonne bouffe, bah peut-être lui parler du côté alimentation. Enfin voilà, essayer de tirer le fil de ce que la personne aime, c'est pas mal. Premier point. Donc ensuite, moi, je pense j'ai essayé de construire mes petits discours dans le livre en suivant une sorte de petite méthodologie. Donc déjà, déconstruire un peu les préjugés. Essayer de questionner le monde actuel. Est-ce que il est si enviable aujourd'hui ce monde? Est-ce que vraiment on a toujours pris l'avion comme tu as fait depuis tout? Enfin voilà, c'est ce genre de questions. Deuxièmement, apporter des chiffres. Donc ça demande peut-être un peu de bachotage, de dire ah mais tu sais qu'en fait 25% de l'effort collectif, voilà, ce genre de trucs. Au moins pour ceux qui ont un esprit hyper rationnel, et ça va peut-être les rassurer d'avoir un chiffre. Et puis après, troisième chose, c'est montrer qu'il y a des alternatives qui sont possibles, qui existent déjà. Ouais. Essayer de faire rêver, de montrer qu'en fait ça va être plus juste, ça va être plus chouette, ça va être plus joyeux ce monde futur. Et bon voilà, j'espère que ce petit triptyque il peut fonctionner. Est-ce que c'est quoi en gros les 3 grandes phrases anti-écolo qu'on a plutôt tendance à se recevoir, les trucs les plus marquants toi dans ton livre, genre je sais pas, que quelqu'un qui n'est pas écolo pourrait nous dire? Il y en a tellement, il y en a plein. Je peux prendre mon anti-sèche, je regarde un peu ce que. Est-ce que toi, Rania, t'en as entendu? Ça peut être hyper intéressant, ça. Et si vous en avez entendu dans le chat, et si vous, derrière la porte, vous en avez entendu, si vous, derrière la porte, pardon. Il y a clairement, mais on en parle depuis tout à l'heure, c'est l'écologie, c'est un truc de riche, de bobo, ça me concerne pas. En fait, absolument pas. Justement, c'est presque l'inverse. Je pense que ça, c'est le truc qu'on entend hyper souvent. Ouais. Du coup, avec le climat,
Enfin, même les gens en banlieue, tu vois, ouais, c'est un truc de riche, c'est pas. Ça me concerne pas. Ouais. Voilà. Ensuite, il y a les trucs super économiques. Genre, mais en fait, vous allez creuser la dette ou mais la croissance, machin. Mais ça revient vite. Et si la troisième, je dirais que c'est non, mais en fait, la technologie va nous sauver, pas de souci. Ah ouais. Le technologie solution. Ouais. Mais ça, c'est une réalité ou pas? Ouais, en fait, on n'a pas le temps. Là, on va repartir pour 1h30 Oui, de live. c'est un autre sujet. On refera un stream. Ça, c'est une bonne fin de stream. C'est l'ouverture vers un autre sujet. Mais on refera un pourquoi stream sur la Avec plaisir. techno-solution. Merci beaucoup d'avoir suivi ce stream dans le chat. Merci. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, pour ma part, j'ai trouvé ça très chouette. C'était très agréable de discuter avec vous. Oui, pareil. Très agréable de discuter avec Ferris. C'était une très belle journée. J'ai bien kiffé. Et puis, Margot Jacques, le livre de Margot Jacques, Petit manuel de la répartie écologique, qui est juste là. Je vais même mettre sur la deuxième Qui est caméra. sorti mercredi, donc c'est tout neuf. Ah, ça fait pas le focus. Bon, voilà, vous le voyez. Banlieue Climat, Oxfam, allez vous renseigner sur tout ce que ces associations font, sur ce que fait Banlieue Climat, c'est hyper intéressant. Merci d'avoir participé à ce live. Avec plaisir. Merci. j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une bonne soirée. Allez, les bisous. Ciao. Salut!